Serge Michel, bonsoir et bienvenue à la Librairie Dialogue. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter votre ouvrage que vous signez avec Paolo Woods, Marche sur mes yeux, portrait de l'Iran d'aujourd'hui, publié aux éditions Grasset. Alors c'est un ouvrage non pas sur l'Iran, l'histoire de l'Iran, mais c'est un portrait de personnage. Comment vous est venue l'idée de parler de l'Iran sous ce format ? Je pense que l'Iran est un pays qui d'abord fait peur. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est une menace pour leur propre existence ou pour la planète. Et donc on a voulu démystifier cette crainte qu'on peut avoir et faire un portrait du pays par ses habitants. Parce qu'au fond, même si la vision de l'Iran est très, je dirais, polluée par l'idée qu'il y a un régime très puissant qui règne sur ce pays et qui, effectivement, peut être inquiétant, on a voulu parler des habitants plutôt que du système politique. Maintenant, on ne les a pas déconnectés non plus du système. C'est vrai que chacun vit là où il est, avec les conditions et le contexte qu'il peut avoir. Et si vous voulez, l'Iran est un pays qui connaît des situations très différentes selon qu'on habite au nord ou au sud de Téhéran, selon qu'on soit riche ou pauvre. C'est un pays qui a beaucoup de nuances et de paradoxes. Et on a voulu rencontrer des gens qui sont à la fois religieux, non religieux, politiques, engagés ou indifférents à la politique, et faire un portrait en nuances, parce que dans un contexte qui se tend, il y a une vraie tension internationale, je pense, aujourd'hui autour de l'Iran, c'est pour nous important d'avoir une approche plus personnelle, plus intime, pour mieux connaître ce pays-là. Alors vous parlez de paradoxe, j'en ai noté un, mais je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir nous en parler, qui est de vouloir se détacher un petit peu de l'univers occidental, de tout ce que ça peut représenter, et à côté, parallèlement, de faire pas mal de choses qui s'y rapprochent, de commercer avec des pays européens, ou bien d'avoir des modes qui s'y rapprochent un petit peu. Y a-t-il ce paradoxe ou pas vraiment ? L'Iran a en permanence la tension d'à la fois aimer l'Occident et de vouloir s'en rapprocher, et la tentation d'affirmer son identité propre, que d'ailleurs il a de la peine à définir. L'Iran est un pays qui a été sous influence étrangère pendant très longtemps. C'est un des pays qui a été en permanence envahi par les Arabes, par les Mongols, par les Afghans, etc. Et ensuite par les Anglais et les Russes qui se sont partagés le pays durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un pays qui ensuite a connu cette présence américaine très forte jusqu'à la Révolution. Donc il a vraiment eu l'impression d'atteindre l'indépendance, l'autonomie à la révolution islamique, qui nous est paru comme une sorte de monstrueux retour en arrière, d'une sorte de plongée d'un pays dans le Moyen-Âge alors qu'il nous semblait sympathique, etc. Donc il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'eux voient Khomeini comme un libérateur, comme quelqu'un qui leur a rendu leur âme, et nous on le voit comme un oppresseur, comme quelqu'un qui avait une sorte de cruauté innée et qui était prêt à envoyer les enfants sur les champs de mines pour lutter contre l'Irak qui venait d'attaquer l'Iran. Donc et chez eux, il y a cette tentation de se rapprocher de nous, d'affirmer d'ailleurs une identité qui est très proche de nous par l'arianité. Vous savez que Iran, ça la même racine que arien. Arien, c'est une race celtique, si vous voulez, qui est un lien presque de sang entre des peuples européens et l'Iran. Et ils ont cette idée que ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas afghans, ils ne sont pas pakistanais, et qu'ils sont un peu placés dans un endroit très loin de nous géographiquement, mais que par la culture, par la littérature, la poésie, et par la contribution que l'Iran a pu apporter à notre civilisation aussi, ils sont plus proches qu'on l'imagine. Alors vous étiez à Téhéran lors des élections de juin 2009. Avez-vous constaté un avant et un après ces élections ? Il y a eu une gueule de bois épouvantable. C'est-à-dire que c'est déjà l'Iran, j'ai habité 3-4 ans sur place au début des années 2000. Et puis après j'ai été privé de visa parce que les articles que j'ai faits sur place n'ont pas tellement plu à la censure islamique. Et puis j'ai pu y retourner après beaucoup de démarches et d'insistance en 2006 et puis en 2009. Et alors je dois dire que j'avais l'impression en arrivant en 2009, j'étais 2 fois en février et puis en juin, qu'il y avait une sorte d'apathie politique, que le régime islamique avait réussi ce rêve qu'il a d'instaurer une sorte de modèle chinois, c'est-à-dire où les gens peuvent se développer, s'enrichir, spéculer sur l'immobilier, importer, exporter des marchandises, et puis ne pas du tout s'intéresser à la politique. C'est ça le rêve du régime aujourd'hui, et on avait l'impression qu'il avait atteint cet objectif. En revanche, juste avant les élections, il y a une sorte de vague qui est montée avec ce mouvement vert pour un candidat, Moussavi, auquel personne ne croyait au début, et on a vu un vrai réveil de la conscience politique et citoyenne. J'ai vu des gens descendre dans la rue jusqu'à 4 heures du matin, faire la fête et se rassembler.
Et ça a été vraiment un défoulement et une sorte d'éclatement de joie. On a de la peine à y croire maintenant que la répression s'est abattue sur le pays et qu'effectivement les nouvelles sont plutôt dramatiques. Il y a des exécutions, déjà dimanche dernier, 5 personnes pendues. Et alors il y a eu un vrai défoulement, une joie, et puis le résultat du vote qui est tombé dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, d'ailleurs qui est tombé beaucoup trop tôt pour être honnête, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de compter tous les bulletins des 70 millions d'Iraniens. Et après, c'était un choc terrible. C'est-à-dire c'était une sorte de violation d'un pacte qui était passé quand même entre le régime et les citoyens. C'est-à-dire qu'on est un régime islamique, mais on respecte la voie populaire. On a une république islamique, donc il y a le terme république qui implique quand même une vie politique et une vie... et donc ce pacte a été violé par le régime qui a voulu se maintenir à tout prix au pouvoir, qui a pris les bulletins des citoyens, les a mis à la poubelle et a inventé d'autres résultats. Et cette violation des règles a provoqué une colère énorme qui s'est étalée dans la rue pendant une semaine, 10 jours. Ensuite, il y a eu l'ordre de tout arrêter et de rentrer chez soi, qu'ils n'ont pas respecté, mais la répression était extrêmement dure. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte de chape de plomb qui est tombée sur un pays avec beaucoup de gens en prison, des gens qui sont morts en prison pour de mauvais traitements, des journaux fermés, des journalistes emprisonnés, de la torture assez importante et des exécutions. Je crois l'Iran est le pays qui exécute le plus au monde après la Chine. Mais la Chine qui a peut-être un peu plus d'habitants quand même. Alors, vous êtes correspondant pour Le Figaro, pour Le Temps, qui est le grand quotidien suisse, pour Le Monde également, je crois, et d'autres magazines. Arrivez-vous à faire votre métier de journaliste ou est-ce difficile? Est-ce que vous avez eu des moments de doute, de peur? Alors, j'étais pour Le Figaro à l'époque où j'habitais sur place, donc entre 1998 et 2002. Et puis, ensuite, j'ai travaillé pour Le Monde dans d'autres régions, notamment en Afrique. Je suis retourné en Iran pour l'un, pour l'autre de ces journaux et pour Le Temps en Suisse. Je dois dire que c'est extrêmement difficile. On est soumis à une surveillance continue. Les articles sont traduits systématiquement après leur parution. Il n'y a pas de censure avant, si vous voulez. Ils ne demandent pas que je leur donne ma copie avant de pouvoir l'envoyer à la rédaction. En revanche, ils traduisent tout ce qui paraît. Et si ça ne leur plaît pas, à l'époque où j'habitais là-bas, j'étais tous les 3 mois convoqué sur place et on se fâchait avec l'usage d'un adjectif ou d'une... Voilà, enfin, j'étais suivi de très près, j'étais lu de façon très suivie. Et je veux dire que c'est extrêmement difficile de travailler. Aujourd'hui, le problème, c'est d'abord d'y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visa depuis les élections de juin 2009. Je crois qu'aucun journaliste n'a reçu un visa pour aller couvrir l'Iran. Ceux qui ont pu aller, c'est peut-être... pour des projets qui avaient été validés avant, qui concernent la nature ou la faune ou la flore iranienne, qui n'ont pas du tout lié à l'actualité, il y a une vraie impossibilité de travailler sur place aujourd'hui. Et les quelques journalistes qui sont basés à Téhéran, comme les agences de presse, ne peuvent plus sortir de leur bureau. Donc il y a une difficulté à appréhender le phénomène, à savoir quel est le résultat finalement véritable de cette élection. Personne n'a le droit de faire un sondage ou d'accumuler des données pour comprendre quelle est l'humeur aujourd'hui de la population. Est-ce qu'elle soutient ce régime finalement qui n'a pas perdu toute sa légitimité mais qui s'est mis quand même dans une situation d'utilisation de la violence qui est assez inquiétante. Alors, pour une dernière question, pour de retour sur votre livre Marcher sur mes yeux, comment avez-vous réussi à pénétrer dans l'univers intime presque de certaines personnes? Comment se sont-elles dévoilées à vous? D'abord, c'est que les Iraniens sont des gens extrêmement accueillants. Marche sur mes yeux, ça veut dire bienvenue chez moi. Et donc, c'est vrai que j'ai été bienvenu. C'est-à-dire que les gens m'ont ouvert leurs portes et m'ont permis d'habiter chez eux, de manger avec eux. Et l'autre chose, c'est le temps. C'est-à-dire on est dans un monde où l'information va très vite. Mais si on veut essayer de comprendre, et surtout un pays aussi compliqué et paradoxal que l'Iran, il faut passer du temps, il faut rester... voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis longtemps, j'ai mis 5 ans pour faire ce livre, parce que j'ai dû retourner souvent sur place, revoir les mêmes gens, comprendre leur évolution dans une actualité qui était assez fluide aussi. Et puis en Iran, en même temps, on va assez vite sur les sujets essentiels. L'amour, le mariage, les affaires politiques aussi. Enfin, ce sont des gens qui vivent des situations qui nous semblent, qui sont assez extrêmes souvent. Et donc, ça leur fait du bien de parler aussi. Très bien, bien Serge Michel, merci beaucoup pour ces réponses. Je vous en prie.